À l'hôpital, mon père est venu me demander de l'argent pour aider ma sœur, alors que je venais de me trouver dans un accident de voiture. J'ai dit non. Mon nom est Sophie et j'ai eu 30 ans le mois dernier. Maintenant, je suis allongé dans un lit d'hôpital, fixant le plafond avec 3 côtes cassées, une jambe fracturée et une hémorragie interne qui a failli me tuer. L'accident de voiture a eu lieu il y a 5 jours, mais ce ne fut pas la chose la plus douloureuse que j'ai vécue cette semaine. Ce prix revient au moment où mon père, avec qui j'avais arrangé mes relations, est entré dans ma chambre d'hôpital. Il a à peine jeté un coup d'œil à mon corps brisé avant de me demander 15 000 € pour aider ma sœur. L'ironie était amère sur ma langue lorsque j'ai prononcé un mot que j'aurais dû dire il y a des années, non. Si vous regardez ceci maintenant, laissez un commentaire pour me faire savoir d'où vous regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû faire un choix difficile concernant des relations familiales toxiques. Croyez-moi, ce qui s'est passé ensuite a tout changé. J'ai grandi dans ce qui ressemblait à un quartier de classe moyenne typique du côté nord de Paris. Notre maison était une modeste maison à 2 étages avec des bardages bleus délavés que ma mère repeignait tous les quelques étés. De l'extérieur, nous semblions assez normaux. Mais à l'intérieur de ces murs, c'était une toute autre histoire. Mon père avait une addiction au jeu qui a commencé modestement. Au début, il s'agissait simplement de parties de poker hebdomadaires avec ses amis de l'usine où il travaillait. Puis, il y eut des excursions dans les casinos sur les bateaux fluviaux qui parsemaient la Seine. Au moment où j'avais 12 ans, cela s'était transformé en un monstre dévorant qui dévorait les finances de notre famille morceau par morceau. Elle a pris des quarts supplémentaires dans un établissement de soins infirmiers. Je me souviens encore de l'épuisement dans ses yeux lorsqu'elle rentrait chez elle après 16 heures de travail, pour trouver des avis de retard s'empilant sur le comptoir de la cuisine. Ma petite sœur, Chloé, a toujours été la fille préférée de papa. Même enfant, elle avait le don de le manipuler avec ses grands yeux bleus identiques aux siens. Elle avait 14 ans et moi 16 quand il est parti. Nous étions rentrés de l'école pour trouver maman en larmes à la table de la cuisine, serrant une note qui disait simplement « Je ne peux plus faire ça. Je suis désolé. » Il avait vidé leur compte bancaire commun en partant. Alors que maman s'effondrait, je suis intervenu. J'ai trouvé un emploi dans l'épicerie du coin, rangeant les étagères après l'école et le week-end. Mon salaire n'était pas beaucoup, mais cela aidait à payer les factures. Chloé, en revanche, a réagi en se rebiffant. J'ai réussi à maintenir mes notes et j'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université de la Sorbonne. Chloé a abandonné le lycée la même année. Pendant que j'étudiais le marketing et travaillais à temps partiel à la librairie de l'université, elle changeait d'emploi au salaire minimum et de petits amis douteux. Après l'université, j'ai décroché un poste d'entrée dans une agence de marketing à Paris. Au cours des 8 années suivantes, j'ai gravi les échelons pour devenir gestionnaire de compte exécutif avec un salaire à 6 chiffres. J'ai acheté un petit mais élégant appartement dans le Marais et je me suis construit une vie qui ne ressemblait en rien à celle chaotique que j'avais fuie. Pendant ces années, le contact avec mon père était sporadique et inconfortable. Il réapparaissait environ une fois par an, généralement quand il avait besoin de quelque chose. La première fois qu'il m'a demandé de l'argent, j'avais 23 ans, au début de ma carrière. Il a appelé à l'improviste, parlant de cette manière charmante et animée qui le rendait autrefois si apprécié de tous. « Sophie, ma chérie, ça fait tellement plaisir d'entendre ta voix », avait-il dit. Comme s'il n'avait pas été complètement absent de ma vie pendant 7 ans. Je déteste faire ça, mais je suis un peu dans le pétrin. J'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour me remettre sur pied. Cette fois-là, je lui ai envoyé 2000 €, l'argent que j'avais économisé pour des vacances. Il avait promis de me rembourser une fois qu'il aurait trouvé un nouvel emploi. Le travail n'a jamais été trouvé, pas plus que le remboursement. Le montant augmentait et chaque fois, mon ressentiment s'approfondissait. Vers la fin de ma vingtaine, j'avais établi des limites plus fermes. J'aidais occasionnellement avec de plus petites sommes. Mais j'apprenais à dire non aux plus grosses demandes. Cela a créé une fracture entre Chloé et moi qui s'est creusée avec le temps. À ses yeux, j'étais devenu égoïste avec mon succès. Elle ne voyait pas ou refusait de reconnaître que j'aidais toujours maman financièrement. En payant son hypothèque et en m'assurant qu'elle pourrait prendre une retraite confortable dans une petite maison dans le sud de la France. La culpabilité était la partie la plus difficile. La voix dans ma tête me demandait constamment si j'en faisais assez,
si j'étais une mauvaise fille, une mauvaise sœur. Chaque fête, chaque anniversaire passé avec des conversations tendues ou un silence total de ce côté de ma famille creusait de nouvelles blessures dans mon cœur. Un mois avant l'accident, Chloé m'avait appelé en pleurs. Elle avait perdu un autre emploi et risquait l'expulsion. Je lui ai payé son loyer directement à son propriétaire et lui ai envoyé de l'argent pour l'épicerie. Mais je l'ai aussi exhorté à envisager une cure de désintoxication pour les problèmes de consommation qui étaient devenus de plus en plus apparents au fil des ans. « Tu te crois tellement parfaite ?» m'avait-elle craché en retour, assise dans ton appartement chic, jugeant tout le monde. « Tu n'as aucune idée de ce qu'est le vrai monde. » Le matin de l'accident avait en fait commencé comme l'un des meilleurs jours de ma carrière professionnelle. Je me préparais depuis des semaines pour une présentation à une entreprise d'électronique. Un client potentiel qui pourrait augmenter les revenus de notre entreprise de 30%. La réunion était prévue à 9 h du matin. Et je suis arrivé au bureau à 7 h pour m'assurer que tout était parfait. Mon assistant Thomas m'avait apporté un café au lait triple shot et un croissant chaud. « Tu vas tout déchirer », m'avait-il dit, en arrangeant mes documents de présentation. La répétition hier était parfaite. Les dirigeants de l'entreprise sont arrivés ponctuellement. Mais une fois que j'ai commencé ma présentation, tout s'est déroulé naturellement. L'analyse de marché que j'avais préparée était complète, les idées de campagne innovantes. Et les chiffres de roi projetés convaincants. Lorsque j'ai terminé 40 minutes plus tard, la pièce fut silencieuse un moment avant que le PDG ne me tende la main avec un large sourire. « Eh bien, Sophie, dit-il, je pense que nous serions fous de ne pas travailler avec vous. Considérez notre entreprise comme embarquée. » La célébration a commencé dès que les clients sont partis. Ma patronne, Madame Dubois, a commandé du champagne et un déjeuner traiteur pour tout le bureau. Des collègues avec qui je travaillais depuis des années se sont arrêtés à mon bureau pour me féliciter. Madame Dubois m'a pris à part, me laissant fortement entendre que ce succès mènerait à une promotion importante dont nous avions discuté. « Prends le reste de la journée. » m'a-t-elle insisté vers 14 h. Tu l'as bien mérité. Rentre chez toi, détends-toi. Nous commencerons à planifier le lancement de la campagne demain. J'ai quitté le bureau en marchant sur un nuage. Sentant que tout ce pourquoi j'avais travaillé était enfin en train de se concrétiser. Les prévisions annonçaient des orages dans l'après-midi, et alors que je montais dans ma voiture, le ciel s'assombrissait déjà. Cela ne me dérangeait pas. Même le temps ne pouvait pas gâcher mon humeur. La pluie a commencé environ 15 minutes après mon départ. De grosses gouttes éclaboussant mon pare-brise. J'ai augmenté les essuie-glaces et j'ai ralenti à mesure que la visibilité diminuait. Le trafic sur l'autoroute était dense. Typique d'un après-midi en semaine, mais se déplaçait régulièrement malgré le temps. J'étais sur la voie du milieu à environ 10 km de ma sortie quand tout a changé en un instant. Plus tard, le rapport de police expliquerait qu'un camion sur la voie de droite avait aquaplané, provoquant la perte de contrôle du conducteur. À l'époque, tout ce que je savais. Le mouvement n'a pas été suffisant. L'arrière du camion a heurté mon côté passager, envoyant ma voiture en rotation sur 3 voies de circulation. Le monde est devenu un flou de pluie. Puis a rebondi dans le trafic où 2 autres véhicules m'ont percuté successivement. L'impact a déployé les airbags. Une violente explosion de blanc qui m'a coupé le souffle. Le bruit de métal broyé et de verre brisé emplit mes oreilles. Quelque chose de chaud et d'humide a coulé sur mon visage. Ma poitrine donnait l'impression d'être écrasée dans un étau. Puis vint un moment de silence étrange. La voiture avait arrêté de bouger. La pluie tambourinait sur le capot froissé. Ma vision se brouillait, tantôt claire, tantôt floue. J'ai essayé de bouger. Ou peut-être les heures existent dans ma mémoire comme des fragments déconnectés, des voix criant à l'extérieur de la voiture, des lumières bleues et rouges clignotant à travers la pluie. Quelqu'un dans une veste réfléchissante jaune regardant par la fenêtre brisée du côté conducteur, me disant de rester immobile, que de l'aide arrivait. J'ai dérivé dans et hors de conscience pendant que les ambulanciers travaillaient pour m'extraire de l'épave. Ils ont stabilisé mon cou et ont travaillé méthodiquement avec des outils qui grinçaient et craquaient en coupant le châssis de ma voiture. La douleur venait par vagues. Parfois si intense que des taches noires dansaient dans ma vision, d'autres fois régressant suffisamment pour que je puisse répondre à des questions basiques. Quel est votre nom? Pouvez-vous me dire quel jour nous sommes? Mardi 3 mai. Vous vous débrouillez très bien.
Nous allons vous faire sortir d'ici bientôt. Quand ils m'ont finalement libéré de l'épave. Le mouvement sur la planche dorsale a déclenché une douleur si atroce que j'ai crié, puis j'ai heureusement perdu connaissance. Le trajet en ambulance est un flou dans ma mémoire. Éclat de lumière de plafond, pression d'un masque à oxygène sur mon visage, le mugissement rythmique de la sirène. Un ambulancier continuait de me parler, essayant de me garder consciente. Mais ces mots s'estompaient comme une radio mal reçue. À l'hôpital, j'ai été conduite directement aux urgences. Des médecins et des infirmières m'ont entouré, coupant mes vêtements. Attachant des moniteurs, insérant des perfusions. Quelqu'un a dirigé une lumière dans mes yeux. Une autre personne a appuyé douloureusement sur mon abdomen, me faisant crier. Hémorragie interne significative. Il faut l'emmener en salle d'opération maintenant, ai-je entendu dire. La dernière chose dont je me souviens avant que l'anesthésie ne fasse effet fut un médecin penché sur moi, ses yeux bienveillants au-dessus de son masque chirurgical. Nous allons prendre bien soin de vous, Sophie, a-t-elle promis. Tenez bon. Je me suis réveillé des heures plus tard dans la salle de réveil, désorienté et seul. Un bip régulier provenait d'un moniteur près de mon lit. Ma gorge était râpeuse à cause du tube respiratoire. Chaque partie de mon corps pulsait de douleur. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et est venue à mon chevet. Bienvenue, a-t-elle dit doucement. Vous avez traversé une sacrée épreuve, mais vous allez vous en sortir. J'ai essayé de parler, mais ma voix n'était qu'un murmure. À quel point c'est grave. Elle a ajusté quelque chose sur ma perfusion. Le médecin vous expliquera tout. Mais vous avez quelques côtes cassées, une fracture du fémur, et vous aviez une hémorragie interne qu'ils ont pu réparer lors de la chirurgie. Vous avez beaucoup de chance d'être en vie. Chance? Ai-je pensé alors que l'obscurité me refermait à nouveau? Ça ne ressemblait pas du tout à de la chance. Les premières 48 heures après la chirurgie se sont déroulées dans un brouillard de médicaments antidouleurs et de sommeil agité. Chaque fois que je me réveillais, il semblait que quelqu'un était là pour vérifier mes constantes, ajuster mes médicaments ou effectuer une procédure inconfortable. La gestion de la douleur était une lutte constante. Comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Les effets secondaires étaient presque aussi graves que la douleur elle-même, des nausées par vagues. Des démangeaisons insupportables qui me donnaient envie de me gratter la peau, et un brouillard mental qui rendait les pensées simples aussi difficiles que de marcher dans des sables mouvants. Le 3e jour au matin, le docteur Martin, la chirurgienne de traumatologie qui m'avait opéré, est venue m'expliquer l'étendue complète de mes blessures. C'était une femme petite. 3 côtes cassées sur votre côté gauche, une fracture complexe de votre fémur gauche, que nous avons réparée avec une tige intramédulaire. Le plus préoccupant était la lacération de votre rate. Qui a provoqué l'hémorragie interne? Nous avons pu la réparer sans retirer l'organe, ce qui est une bonne nouvelle pour votre rétablissement à long terme. Elle a poursuivi en expliquant que mon rétablissement serait long et difficile. La fracture du fémur seul nécessiterait 3 à 6 mois pour guérir complètement. La physiothérapie commencerait dans quelques jours, mais je ne pourrais pas poser mon pied gauche avant au moins 6 semaines. Pendant que le docteur Martin parlait, mon esprit vagabonde vers des préoccupations pratiques. Combien de temps serais-je absente du travail? Mon assurance couvrirait-elle tout cela? Ma police était bonne. Mais il y avait toujours des franchises et des limites de couverture. J'avais des économies, mais une absence prolongée du travail et des factures médicales énormes pourraient rapidement les épuiser. Lorsque j'ai exprimé ces inquiétudes, l'expression du docteur Martin s'est adoucie. Concentrez-vous d'abord sur votre guérison, a-t-elle conseillé. L'hôpital dispose de conseillers financiers qui peuvent vous aider à gérer les problèmes d'assurance. Plus tard dans la journée, ma patronne, Madame Dubois, et 3 de mes collègues sont arrivés avec un énorme bouquet de fleurs et un ours en peluche portant un t-shirt avec le logo de notre entreprise. Le bureau n'est pas le même sans vous, a dit Madame Dubois, s'asseyant prudemment au bord de mon lit. Tout le monde vous envoie ses amitiés, et ne vous inquiétez pas pour le compte électronique. Nous avons tout sous contrôle jusqu'à votre retour. J'ai ressenti un sursaut de gratitude pour ces personnes qui étaient ma famille professionnelle, mais aussi une pointe d'anxiété. Le client voudrait-il toujours travailler avec moi après une si longue absence? Mon élan professionnel ne serait-il pas freiné juste au moment où il s'accélérait? Thomas, mon assistant, semblait lire dans mes pensées. Le PDG de l'entreprise électronique a appelé pour s'enquérir de vous, a-t-il dit.
Il a dit qu'ils vous avaient embauché spécifiquement et qu'ils étaient heureux d'ajuster les délais pour votre rétablissement. Leur visite a brièvement remonté mon moral, mais après leur départ. Une de mes collègues avait trouvé ses coordonnées dans mon téléphone et l'avait informé de l'accident. Je suis déjà à l'aéroport, a-t-elle dit, la voix tendue par l'inquiétude. Je serai là avant minuit. La réunion avec ma mère fut émouvante pour nous deux. Elle s'est précipitée dans ma chambre au milieu de la nuit. Portant toujours les vêtements de jardinage dans lesquels elle était quand elle a reçu l'appel. Ses cheveux avaient plus de gris que je ne m'en souvenais. Et de nouvelles rides s'étaient formées autour de ses yeux, mais son étreinte était exactement aussi réconfortante qu'elle l'avait été quand j'étais petite. « Oh, Sophie » a-t-elle murmuré prudemment. Me serrant contre elle autour de mes tubes-fils. Ma petite fille, avoir maman là-bas a tout changé. Elle est devenue mon avocate, interrogeant les médecins sur les plans de traitement. S'assurant que je recevais mes médicaments contre la douleur à temps, et m'aidant avec les aspects humiliants de l'alitement auquel les infirmières étaient trop occupées pour m'aider correctement. Le 4e jour, la physiothérapie a commencé. Un kinésithérapeute musclé nommé Antoine est arrivé avec un déambulateur et une attitude irritamment joyeuse. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous asseoir sur le bord du lit, a-t-il annoncé. Ce qui semblait être un objectif simple s'est avéré être atroce. Excellent travail, a dit Antoine, apparemment immunisé contre le regard mortel que je lui lançais. Demain, nous essaierons de nous tenir debout. Cette nuit-là, j'ai eu le premier de ce qui allait devenir des cauchemars récurrents de l'accident. Dans mon rêve, j'étais à nouveau piégé dans la voiture. Mais cette fois l'eau montait autour de moi et personne ne venait m'aider. Je me suis réveillé en haletant, déclenchant un des moniteurs, ce qui a fait courir une infirmière. L'impact psychologique du traumatisme a commencé à se manifester d'autres manières. Le bruit d'une porte qui claque dans le couloir me faisait sursauter. Le grincement des roues de chariot me rappelait les pneus qui dérapent sur le pavé mouillé. Je me suis retrouvé à me crisper chaque fois qu'une annonce venait de l'interphone de l'hôpital. Le bruit soudain déclenchant une réponse de combat ou de fuite. Un psychiatre de l'hôpital est passé et m'a diagnostiqué un trouble de stress aigu, précurseur du SSPT. Elle m'a prescrit des médicaments contre l'anxiété et a recommandé une thérapie une fois que j'aurais quitté l'hôpital. Au fil des jours, je suis devenu de plus en plus préoccupé par l'avenir. Les médecins parlaient de me transférer dans un centre de réadaptation pour une physiothérapie continue. Mon appartement avait des escaliers, pas d'ascenseur. Tu pourras venir vivre avec moi dans le sud une fois que tu pourras voyager, m'a-t-elle suggéré. Ma maison est de plein pied et je peux t'aider à prendre soin de toi. C'était une solution logique. Mais l'idée d'être si dépendante, de mettre ma vie en suspens, était presque aussi douloureuse que mes blessures physiques. J'avais passé toute ma vie d'adulte à être farouchement indépendante. À bâtir une carrière et une vie qui m'appartenaient uniquement. Maintenant, j'avais l'impression de reculer, de redevenir une enfant sous les soins de ma mère. Le 5e jour après l'accident. Maman est allée nous chercher à déjeuner à la cafétéria. J'étais seul dans ma chambre, essayant de me concentrer sur un jeu sur mon téléphone plutôt que sur la douleur ou mon avenir incertain. Quand on a frappé à la porte, j'ai levé les yeux de mon téléphone, m'attendant à voir une infirmière ou peut-être l'un des médecins en visite. Au lieu de cela, il avait l'air plus vieux, plus gris, les rides autour de sa bouche plus profondes que je ne m'en souvenais. Il portait une chemise boutonnée froissée qui pendait lâchement sur sa silhouette. Et il portait un petit bouquet de renoncule d'une station-service. « Sophie » a-t-il dit, sa voix conservant cette chaleur familière qui avait tant charmé de nombreuses personnes au fil des ans. « Mon Dieu, regarde-toi. » J'étais sans voix alors qu'il s'approchait du lit, prenant en compte les moniteurs, le pied de perfusion. Le plâtre sur ma jambe surélevé par des oreillers. Il a posé les fleurs sur la table d'appoint et m'a maladroitement tapoté la main, en faisant attention à éviter la ligne de perfusion. « Comment as-tu su » ai-je finalement réussi à demander. Chloé m'a appelé. Elle a vu quelque chose sur ton accident sur Facebook. Une de tes amies de travail en a parlé. Il a secoué la tête. Un accident de voiture. Jésus, c'est terrible. J'ai ressenti un frémissement du vieil espoir de son approbation, de son amour. Peut-être que cette crise avait réveillé un instinct paternel dormant en lui. Je vais me rétablir éventuellement. Ai-je dit prudemment. Côte cassée, jambes cassées, blessures internes. Les médecins disent que j'ai eu de la chance que ce ne soit pas pire. Il a hoché la tête solennellement.
s'asseyant à côté du lit. Tu as toujours été une battante, même quand tu étais petite. Tu te souviens de cette fois où tu es tombé des barres parallèles et où tu t'es cassé le bras? Tu n'as pas pleuré une seule fois, pas même quand ils ont redressé l'os. Le souvenir était doux amer. J'avais essayé de ne pas pleurer parce qu'il m'avait dit que les filles courageuses ne montraient pas leur douleur. J'avais 7 ans, désespéré de son approbation. J'ai remarqué que ses yeux jetaient parfois un coup d'œil à la porte, ses doigts tapant nerveusement sur son genou. Il y avait quelque chose de performatif dans sa préoccupation. J'aimerais juste être là pour prendre de tes nouvelles, et je le suis. Bien sûr, je le suis. Mais la vérité, c'est que nous avons un petit problème avec Chloé. Voilà. La vraie raison de sa visite. Quel genre de problème, ai-je demandé, bien que je savais déjà que cela impliquerait de l'argent. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Elle s'est fait arrêter il y a 3 jours. Possession de substances contrôlées. Ils disent que c'était assez pour être considéré comme une intention de distribution, mais c'est ridicule. Elle ne dealerait jamais de drogue. J'ai fermé les yeux brièvement. Une douleur qui n'avait rien à voir avec mes blessures physiques m'a envahi. Chloé était sur cette voie depuis des années. Sa consommation occasionnelle de drogue devenait progressivement quelque chose de plus sérieux. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit. Est-elle toujours en prison? Pour l'instant. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Sa voix a pris ce ton persuasif dont je me souvenais de mon enfance. Le tribunal l'a fixé à 15 000 euros. Donc, avec un cautionneur, nous avons besoin de 5 000 euros plus les frais d'avocat. L'audace de la demande m'a frappé comme un coup physique. Je gisais dans un lit d'hôpital, brisé et vulnérable, ayant failli mourir moins d'une semaine auparavant, et il était là à me demander de l'argent. Tu me demandes 5 000 euros maintenant comme ça? Ma voix s'est élevée avec chaque question. Il a eu la décence d'avoir l'air légèrement embarrassé, mais a poursuivi. Je sais que le moment n'est pas idéal, mais c'est une urgence. C'est ta sœur. Sophie. La famille est de la famille. Tu as toujours été la responsable, la prospère. Elle a besoin de toi en ce moment. Où étais-tu quand j'avais besoin de ma famille? Les mots m'ont échappé avant que je ne puisse les arrêter. Des années de colère refoulée trouvant soudainement une voie. Où étais-tu quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université et que je n'avais personne à qui le célébrer? Parce que maman travaillait en double poste. Son visage s'est durci. Ce n'est pas juste. J'avais mes démons à combattre. Tu n'as aucune idée à quel point c'était difficile pour moi. Et j'avais ma petite sœur qui demandait pourquoi papa ne nous aimait pas assez pour rester pendant que je trouvais comment faire durer le dîner pour 3 jours. Mon moniteur cardiaque a commencé à biper plus rapidement, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Chaque fois que tu reviens dans nos vies, c'est parce que tu veux quelque chose. Elle n'appelle que quand elle veut de l'argent ou un endroit où dormir après que son dernier petit ami l'ait mise dehors. Il a changé de tactique, son expression s'assombrissant. Alors c'est ça. Tu as ton travail chic et ton appartement chic, et maintenant tu es trop bien pour ta famille. Chloé pourrait aller en prison. C'est ce que tu veux? Le chantage affectif aurait peut-être fonctionné une fois, mais pas aujourd'hui. Pas ici. Ce que je veux, c'est que vous obteniez tous les deux de l'aide pour vos vrais problèmes au lieu de m'utiliser comme un distributeur automatique. Je paierai pour la cure de désintoxication de Chloé. Je ne paierai pas la caution pour qu'elle puisse retourner consommer. Un coup à la porte a interrompu notre dispute. Une infirmière est entrée, fronçant les sourcils devant les moniteurs. Tout va bien ici? Votre rythme cardiaque est élevé. Nous avons juste une discussion familiale, a dit mon père avec un air décontracté. L'infirmière a semblé sceptique. Mademoiselle Dubois a besoin de repos. Peut-être pourriez-vous continuer cette discussion une autre fois. Nous avons presque fini, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Après le départ de l'infirmière, mon père s'est penché, sa voix baissant en un murmure urgent. Écoute, je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Chloé a de vrais ennuis ici. C'est que vous arrêtiez tous les deux le chantage affectif. Ce que je veux, c'est que Chloé reçoive une aide réelle. Sa façade de préoccupation avait complètement disparu, remplacée par la colère froide dont je me souvenais des disputes d'enfance avec ma mère. Après tout ce que notre famille a traversé. Tu vas tourner le dos à ta sœur au moment où elle a le plus besoin de toi.
Quelque chose s'est brisé en moi alors. Une dernière tenue qui retenait des années de ressentiment. Notre famille. Quelle famille? Tu as détruit notre famille en partant il y a 14 ans. Tu n'as été qu'un parasite depuis, prenant et ne rendant jamais rien. Et tu as appris à Chloé à faire la même chose. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, ses yeux s'écarquillant en observant la scène. Robert, a-t-elle dit, sa voix mêlant surprise et colère immédiate. Que fais-tu ici? Mon père s'est redressé, son expression passant à une fausse décontraction. Juste prendre des nouvelles de notre fille. Une chose terrible, cet accident. Ma mère a posé le plateau avec un soin délibéré, puis s'est tournée pour lui faire face pleinement. Tu lui demandes de l'argent? C'est pour ça que tu es ici? A-t-il protesté? Non, ai-je dit, trouvant de la force dans la présence de ma mère. C'est fini. Je ne te donnerai pas d'argent pour la caution de Chloé. Je ne me laisserai plus manipuler. La réponse est non. Il m'a regardé pendant un long moment, l'incrédulité se lisant sur son visage. Puis son expression s'est durcie. Tu vas le regretter, a-t-il dit calmement. Le silence qui a suivi n'a été rompu que par le bip de mon moniteur cardiaque ralentissant progressivement à mesure que mon pouls revenait à la normale. Maman est venue à mon chevet. Me prenant la main. Tu vas bien, a-t-elle demandé doucement. Je n'allais pas bien. J'étais physiquement brisé, émotionnellement épuisé, et malgré la certitude de ma décision. Je ressentais déjà le poids familier de la culpabilité s'installer en moi. Mais j'ai hoché la tête quand même. Je vais bien, ai-je dit. Pour la première fois depuis des années. Je pense que je vais vraiment bien. Ma mère est restée à mes côtés le reste de la journée, sa présence un bouclier contre les répercussions émotionnelles de la visite de mon père. Nous n'avons pas discuté de ce qui s'était passé avant le soir, après que les infirmières aient terminé leur ronde. Et nous étions à nouveau seuls. J'aurais dû savoir qu'il essaierait quelque chose comme ça, a dit maman, la colère toujours évidente dans sa voix. Il a toujours eu un talent pour trouver les gens à leur moment le plus vulnérable. J'ai soupiré, me déplaçant soigneusement pour trouver une position qui minimiserait la douleur dans mes côtes. Je continue de penser à Chloé. Penses-tu qu'elle a vraiment des accusations sérieuses? L'expression de maman s'est adoucie. Probablement. Ton père est peut-être manipulateur, mais il n'invente rarement le problème principal. De la situation de Chloé lorsqu'un tumulte dans le couloir a attiré notre attention. Des voix élevées, dont l'une, d'une manière familière et troublante, s'approchait de ma porte. Je me fiche des heures de visite. C'est ma sœur et j'ai besoin de la voir maintenant. La porte s'est ouverte en grand et là se tenait Chloé, mon père, se tenant derrière elle. Ma sœur avait l'air terrible avec des cernes sous les yeux injectés de sang et des cheveux qui n'avaient pas été lavés depuis des jours. Tu es couché ici pendant que tu refuses de m'aider. Une infirmière est apparue dans l'embrasure de la porte derrière eux. Je suis désolé, mademoiselle Dubois. Ils ont insisté pour vous voir. Dois-je appeler la sécurité? J'ai hésité puis j'ai secoué la tête. C'est bon. Ils peuvent rester quelques minutes. Maman s'est levée, se positionnant entre mon lit et les nouveaux arrivants. Chloé, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Sophie a failli mourir dans cet accident et je pourrais mourir en prison, a répliqué Chloé, la voix craquante. Papa a dit. Sophie a refusé d'aider pour la caution. Est-ce vrai? J'ai rencontré le regard accusateur de ma sœur. J'ai proposé de payer la cure de désintoxication, pas la caution. Le visage de Chloé s'est déformé de rage. La cure de désintoxication? Je n'ai pas besoin de cure de désintoxication. J'ai besoin de sortir de cet enfer avant qu'il ne m'arrive quelque chose. Ces accusations, c'était juste pour usage personnel. Alors pourquoi vous accuse-t-il d'intention de distribution, ai-je demandé doucement. Parce que les flics sont des menteurs. Ils ont pesé toute la bouteille de pilules, pas seulement ce qu'il y avait dedans. N'importe qui avec une prescription pourrait être accusé de la même manière. Mon père a posé une main sur l'épaule de Chloé. Tu vois ce que je veux dire? Le système est truqué contre elle. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un bon avocat et d'argent pour la caution. Et tout ça disparaîtra. J'ai regardé l'expression calculatrice de mon père puis celle désespérée de ma sœur. À cet instant, j'ai pu voir comment il l'avait façonnée. Assise là, toute droite et jugeante. Tu n'as aucune idée de ce qu'est ma vie.
Tout le monde n'a pas la chance d'être l'enfant d'or avec les notes parfaites et le travail parfait. Ça suffit. A interrompu fermement ma mère. Sophie a travaillé pour tout ce qu'elle a. Rien ne lui a été donné. Oh, bien sûr, tu prendrais son parti, a ricané Chloé. Tu l'as toujours préféré. Ce n'est pas vrai et tu le sais, a dit maman, la voix tendue par l'émotion. J'ai essayé de t'aider d'innombrables fois. Nous l'avons fait tous les deux. Mais tu ne peux pas aider quelqu'un qui refuse de reconnaître qu'il a un problème. La dispute s'est intensifiée. Chloé lançant des accusations de favoritisme infantile et maman défendant ses choix parentaux. Mon père est resté en retrait. Mon moniteur cardiaque bipait rapidement à nouveau et 2 infirmières et un agent de sécurité sont apparus dans l'embrasure de la porte. Que se passe-t-il ici, a demandé l'infirmière en chef. Cette patiente se remet d'un traumatisme majeur. Vous devez partir immédiatement. C'est une affaire de famille, a commencé mon père. Mais l'agent de sécurité l'a interrompu. Monsieur. Vous pouvez discuter des affaires de famille ailleurs. Ceci est un hôpital, pas un tribunal. Je vous demande à tous de partir maintenant. Nous n'avons pas fini ici, a dit Chloé. Pointant un doigt tremblant vers moi. Tu te crois tellement meilleur que moi, mais tu es juste égoïste. Quand j'irai en prison, ce sera de ta faute. Alors que la sécurité les escortait dehors. J'ai pu entendre Chloé continuer à lancer des accusations dans le couloir. L'infirmière a vérifié mes constantes, fronçant les sourcils devant les lectures. Votre tension artérielle est élevée. La famille peut être le meilleur des médicaments ou le pire des poisons. Parfois les deux à la fois. Le lendemain matin, le docteur Martin est arrivé, l'air préoccupé. Vos dernières lectures ne sont pas ce que j'aimerais voir, a-t-elle dit, consultant mon dossier. Le stress émotionnel d'hier semble avoir retardé votre rétablissement. Elle a expliqué que le stress pouvait nuire à la guérison, augmenter l'inflammation et même compromettre mon système immunitaire. Si le schéma continuait, cela pourrait prolonger considérablement mon séjour à l'hôpital. Tout au long de la journée, les menaces de Chloé résonnaient dans mon esprit. En soirée, elles se sont matérialisées sous forme de messages textes. J'espère que tu es contente de toi. Date d'audience fixée pour la semaine prochaine. Encore le temps de faire la bonne chose. La dernière menace s'est avérée prophétique. Le lendemain, des notifications sur les réseaux sociaux ont commencé à apparaître sur mon téléphone. Chloé avait posté un message cinglant sur Facebook. Me dépeignant comme une sœur sans cœur qu'il avait abandonnée dans son heure de besoin, bien qu'ayant plus d'argent qu'elle ne sache quoi en faire. Elle a omis de mentionner les drogues ou ses accusations réelles, suggérant plutôt qu'elle était persécutée pour une infraction mineure. Des connaissances mutuelles et des parents éloignés ont commencé à commenter, la plupart prenant le parti de Chloé sans connaître toute l'histoire. Un cousin à qui je ne parlais plus depuis des années m'a envoyé un message pour demander comment j'ai pu être si cruel. Une tante a laissé un message vocal disant qu'elle était déçue de mon manque de loyauté familiale. Mon père, fidèle à lui-même, avait également été occupé. Maman a reçu des appels de ses frères qui ont rapporté que papa les avait contactés pour leur demander des prêts car Sophie refuse d'aider sa propre sœur. Il s'était apparemment lancé dans une campagne systématique pour monter la famille élargie contre moi. L'isolement était écrasant. La douleur physique, je pouvais la gérer avec des médicaments. Mais cette attaque ciblée contre mon caractère et mes relations me laissait complètement seul. Malgré la présence constante du personnel hospitalier et le soutien indéfectible de ma mère. Je suis tombé dans une dépression que les médecins ont notée avec une préoccupation croissante. Je savais que fixer des limites serait difficile, ai-je avoué à maman un soir. Mais je n'imaginais jamais que cela me coûterait la moitié de ma famille. Elle m'a pris la main, ses yeux remplis d'une sagesse acquise par ses propres expériences douloureuses avec mon père. Ma chérie, tu n'as pas perdu de famille. Tu as perdu des gens qui utilisaient l'étiquette de famille pour te manipuler. Il y a une différence. Pourtant, le doute s'est insinué pendant les longues nuits où la douleur m'empêchait de dormir. Étais-je trop dur? Aurais-je dû simplement payer l'argent de la caution pour maintenir la paix? La partie rationnelle de mon cerveau savait que cela ne ferait que perpétuer le cycle, mais les émotions n'écoutent rarement la raison. Alors que mon état physique stagnait plutôt que de s'améliorer. L'équipe médicale a commencé à discuter plus sérieusement de la composante psychologique de mon rétablissement. L'aumônier de l'hôpital est passé offrir un réconfort spirituel que j'ai poliment décliné.
Une assistante sociale est venue discuter des dynamiques familiales et des euphémismes qui portaient néanmoins le cœur du problème. À la fin de la semaine, j'étais confronté à une réalité que je n'avais pas anticipée. Ma santé mentale était devenue la plus grande menace pour mon rétablissement. Et la source de cette menace était les relations toxiques que j'avais permises de persister trop longtemps. Le tournant est arrivé de manière inattendue lors d'une vérification de routine déconstante. L'infirmière de nuit, Gisèle, était une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux gentils et à l'attitude pragmatique. Elle était de service lors de plusieurs visites de mon père et de ma sœur et avait été témoin des conséquences de leur terrorisme émotionnel. Vos chiffres ne sont toujours pas là où ils devraient être, a-t-elle observé, retirant le brassard de tension artérielle de mon bras. Ça vous dérange si je m'assois une minute? J'ai hoché la tête, attendant une discussion clinique sur les techniques de gestion du stress. Au lieu de cela, elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit et a dit: Mon ex-mari ressemblait beaucoup à votre père. La simple affirmation, livrée sans préambule, m'a pris au dépourvu. Gisèle a poursuivi, sa voix, même si, mais doux. Il m'a fallu 15 ans pour réaliser que l'amour n'est pas censé vous épuiser. Que la famille est censée vous construire, pas vous détruire. Elle a ajusté ma couverture avec des mains expertes. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été de changer les serrures de ma porte. La meilleure chose que j'ai jamais faite a été d'ignorer ses coups. Quelque chose dans sa façon directe de parler, sans jugement ni pitié, a brisé mes défenses. Les larmes que je retenais depuis des jours ont finalement coulé. Je me sens comme une terrible personne, ai-je avoué. C'est ma sœur. Elle pourrait aller en prison. Gisèle a hoché la tête pensivement. Et c'est son chemin. Vous avez offert une aide réelle? Celle qui s'attaque au vrai problème. Elle l'a rejeté. C'est elle, pas vous. Avant de partir? A-t-elle dit. Voulez-vous que je lui demande de passer demain? J'ai accepté, sans attendre grand-chose. Mais prête à essayer tout ce qui pourrait m'aider à sortir de ces sables mouvants émotionnels. Claire s'est avérée être une révélation. Une petite femme aux cheveux argentés prématurés et aux yeux bleus perçants, elle n'y est pas allée de main morte lors de notre première session. D'après ce que je comprends. Vous avez été la réparatrice de la famille pendant la majeure partie de votre vie, a-t-elle dit après que j'ai donné un bref aperçu de la situation. La responsable, la prospère. Celle vers qui tout le monde se tourne quand ils ont besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête, mal à l'aise de la précision avec laquelle elle m'avait cerné. Et comment ça marche pour vous? A-t-elle demandé, son ton sincèrement curieux plutôt que sarcastique. La question m'a fait réfléchir. Pas très bien. Étant donné que je suis allongé ici en me sentant coupable de ne pas avoir payé la caution de ma sœur toxicomane alors que je me remets d'une quasi-mort. Claire a souri légèrement. Exactement. Alors peut-être qu'il est temps d'adopter une approche différente. Au cours des jours suivants, Claire est venue régulièrement. Nous avons parlé des limites. Elle m'a donné des ressources à lire sur la codépendance et les dynamiques familiales de la dépendance. Plus important encore. Elle m'a aidé à voir que les problèmes juridiques de ma sœur n'étaient pas une crise qui nécessitait mon intervention. Mais une opportunité de conséquences naturelles qui pourrait éventuellement conduire à un réel changement. Votre sœur a besoin d'aide professionnelle, a expliqué Claire. Avec les conseils de Claire, j'ai commencé à rechercher des programmes de traitement de la toxicomanie. Au lieu de me concentrer sur ma culpabilité. J'ai appris les différences entre la désintoxication, la cure en établissement et les services ambulatoires. Le besoin réflexe de résoudre les problèmes des autres, la culpabilité que je ressentais lorsque je priorisais mes propres besoins. La peur de l'abandon qui rendait si difficile l'établissement de limites. Forte de cette nouvelle compréhension, j'ai rédigé un message texte prudent à Chloé. Je ne paierai ni la caution ni les frais d'avocat, ai-je expliqué, mais je financerai entièrement un programme de traitement complet lorsqu'elle serait prête. J'ai inclus des informations sur la façon dont la toxicomanie modifie la chimie du cerveau, en soulignant que je ne la blâmais pas pour avoir développé une dépendance. Mais que je ne pouvais pas soutenir sa poursuite sur cette voie destructrice. Sa réponse fut rapide et furieuse. Garde ta charité. Tu veux juste me contrôler comme tu essaies de tout contrôler. Quand je sortirai de ce pétrin sans ton aide, ne pense même pas à me contacter à nouveau. L'ancienne moi aurait été dévastée par ce rejet. La nouvelle moi a reconnu cela comme la réaction prévisible de quelqu'un dont l'approvisionnement en aide avait été coupé.
Mes recherches sur la toxicomanie m'ont amené à contacter d'anciens amis de Chloé, des gens dont elle s'était éloignée à mesure que sa consommation augmentait. Grâce à ces conversations, j'ai découvert quelque chose de troublant. Mon père avait l'habitude d'utiliser les problèmes de Chloé pour obtenir de l'argent de divers membres de la famille et amis. De l'argent qui allait rarement à la fin déclarée. Un ancien colocataire m'a dit l'année dernière. Il a dit qu'il avait besoin de 3 000 € pour la réparation de la voiture de Chloé afin qu'elle ne perde pas son emploi. Je lui ai donné parce que je tiens à elle. Plus tard, j'ai découvert que sa voiture avait été saisie de toute façon. Quand j'ai demandé ce qu'il était advenu de l'argent, elle n'avait aucune idée de quoi je parlais. Ce schéma apparaissait de manière répétée dans les histoires que je rassemblais. Mon père utilisait les véritables problèmes de Chloé comme prétexte pour collecter de l'argent. Les révélations ont solidifié ma résolution. J'ai pris la décision difficile de bloquer leurs 2 numéros pendant la durée de mon séjour à l'hôpital. Ma convalescence devait être ma priorité. Et leur influence toxique était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. La réaction de la famille élargie fut mitigée. Certains continuaient de croire au récit de mon père sur mon égoïsme. D'autres, en particulier ceux qui le connaissaient depuis le plus longtemps, ont exprimé leur compréhension et même leur admiration pour ma position. La sœur plus jeune de ma mère. Il serait plus facile de jeter de l'argent sur le problème et de prétendre que tu aides. Rester ferme est plus difficile, mais c'est la seule chance que Chloé a de changer réellement. Son soutien, ainsi que celui de mes collègues qui continuaient de me rendre visite et de m'envoyer des encouragements, créait un contrepoids à la négativité. J'ai commencé à voir que bien que j'ai peut-être perdu certains liens familiaux, j'avais un réseau de personnes qui me valorisaient pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais leur fournir. La physiothérapie est devenue une métaphore de mon voyage émotionnel. Chaque pas douloureux avec le déambulateur représentait un progrès vers l'indépendance. Chaque exercice de renforcement construisait une résilience dont j'aurais besoin pour les défis à venir. La douleur n'était pas un obstacle à la guérison, mais faisait partie du processus lui-même. 2 semaines après la première visite de mon père, alors que je faisais des progrès physiques significatifs, un cousin avec qui j'étais toujours en contact m'a appelé pour me dire que mon père avait été repéré dans un casino juste de l'autre côté de la frontière, célébrant apparemment un gain inattendu. L'implication était claire. Il avait réussi à extraire de l'argent d'un autre membre de la famille et faisait ce qu'il avait toujours fait avec tout l'argent qui lui tombait sous la main. La nouvelle aurait dû me mettre en colère, mais au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange sentiment de libération. J'avais brisé un cycle qui avait défini une grande partie de ma vie. 2 semaines après ma confrontation avec mon père et ma sœur, l'équipe médicale m'a jugé suffisamment stable pour sortir de l'hôpital de soins aigus. Je ne rentrais pas encore chez moi, cependant. La prochaine phase de ma convalescence aurait lieu dans un centre de réadaptation où je recevrais une physiothérapie intensive pour retrouver force et mobilité. Le matin du transfert, le docteur Martin est venu me dire au revoir. « Vous avez fait beaucoup de chemin, Sophie », a-t-elle dit, en consultant mon dernier rapport d'hospitalisation. Pas seulement physiquement. Quand vous êtes arrivé, vous étiez dans un état critique à plus d'un titre. Je savais ce qu'elle voulait dire. L'accident avait brisé mon corps. Mais il avait aussi créé une fissure dans la façade que j'avais maintenue pendant des années. L'illusion que je pouvais gérer les dynamiques impossibles de ma famille tout en préservant mon propre bien-être. La réalité financière de ma situation devenait également plus claire. Mon assurance couvrirait une partie importante de mon séjour à l'hôpital et de la chirurgie. Mais je devais prévoir des dépenses personnelles substantielles pour le centre de réadaptation et la physiothérapie continue. Le conseiller financier m'avait expliqué les chiffres. C'était 5 000 € à dépenser pour la caution de ma sœur après ses dépenses médicales, le choix avait été effectivement fait pour moi par les circonstances. La révélation qu'il avait tenté d'accéder à ma chambre alors que j'étais vulnérable et seul a confirmé que j'avais pris la bonne décision en coupant les ponts. Qu'aurait-il demandé s'il m'avait trouvé sans ma mère ni le personnel hospitalier protecteur présent? Combien aurait-il essayé d'extraire de plus? Le centre de réadaptation était moins institutionnel que l'hôpital, avec des chambres privées décorées de couleurs apaisantes et de grandes fenêtres donnant sur un petit jardin. C'est pendant ma 3e semaine là-bas qu'une lettre est arrivée, livrée par un cousin qui était venu m'apporter des livres et des magazines. « Chloé m'a demandé de te donner ceci », a-t-elle dit, en posant une enveloppe scellée sur ma table de chevet. Elle m'a fait promettre de te la donner directement. J'ai fixé l'enveloppe après le départ de ma cousine, l'anxiété me serrant la poitrine.
Finalement, je l'ai ouverte, dépliant plusieurs pages de papier ligné couvertes de l'écriture familière de ma sœur. La lettre commençait par de la colère. Des accusations similaires à celles qu'elle avait lancées à l'hôpital. Mais au fur et à mesure qu'elle continuait, le ton a changé. Il y avait des indices de conscience de soi enfouis parmi le ressentiment. Elle a reconnu que sa consommation de drogue avait parfois échappé à tout contrôle et qu'elle pourrait avoir besoin d'aide pour se remettre sur les rails. Le plus révélateur fut un paragraphe vers la fin. Papa continue de me dire que tu nous as abandonnés, que tu penses être trop bien pour la famille maintenant. Mais ensuite. Alors peut-être que tu avais raison sur certaines choses. La lettre se terminait par un mélange de défi et de vulnérabilité qui me brisait le cœur. Je suis toujours en colère contre toi. Mais si cette offre de cure de désintoxication est toujours d'actualité, peut-être que nous pourrons en parler quand je sortirai. Si je sors. La date du procès est la semaine prochaine. J'ai lu la lettre plusieurs fois, les émotions tourbillonnant. Il y avait une lueur d'espoir dans ces mots, une minuscule fissure dans le mur de déni que Chloé avait construit autour d'elle-même. Ce n'était pas une acceptation totale de responsabilité ni une véritable demande d'aide, mais c'était quelque chose, une petite ouverture qui n'existait pas auparavant. Je n'ai fait aucune promesse concernant la situation juridique immédiate, mais je lui ai assuré que lorsqu'elle serait prête pour une aide réelle, je serais là. J'ai envoyé la lettre par le même cousin, ainsi que les coordonnées d'un conseiller en toxicomanie qui pourrait évaluer les besoins de Chloé et recommander des options de traitement appropriées. Que soit ou non, elle utiliserait ses ressources restait à voir, mais j'avais fait ce que je pouvais tout en maintenant mes limites. 6 mois passèrent. Ma guérison s'est déroulée lentement mais sûrement. J'ai quitté le centre de réadaptation pour la maison de ma mère dans le sud, où le climat chaud et sec semblait aider ma guérison. J'ai commencé à travailler à distance à temps partiel, augmentant progressivement mes heures à mesure que ma force revenait. Et puis, de manière inattendue, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Chloé qui appelait d'un centre de réadaptation en Suisse. J'ai touché le fond, a-t-elle dit. Sa voix plus forte et plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Après le procès, ils m'ont donné le choix. 2 ans de prison d'État ou 6 mois dans un programme de traitement ordonné par le tribunal. J'ai choisi la cure de désintoxication. Elle y était depuis 3 semaines. Elle m'a dit que les 2 premières semaines avaient été un enfer pur alors qu'elle traversait le sevrage. Mais maintenant elle participait à des thérapies de groupe et commençait à comprendre les schémas qui avaient conduit à sa dépendance. Papa a de nouveau disparu, a-t-elle dit. Une note de résignation plutôt que de surprise dans sa voix. Une fois qu'il a réalisé que j'allais vraiment en cure de désintoxication et qu'il n'y avait plus d'argent à obtenir, il est parti. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis plus d'1 mois. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, la conversation la plus longue et civile que nous ayons partagée depuis des années. Il y avait encore des moments de tension, de vieilles rancunes qui refaisaient surface, mais il y avait aussi une nouvelle prise de conscience des 2 côtés. Chloé commençait à voir comment notre père nous avait manipulés, nous dressant l'une contre l'autre tout en servant ses propres intérêts. Je commençais à comprendre comment mon succès et ma stabilité avaient rendu Chloé inadéquate et défensive. Les conseillers ici disent, a-t-elle admis vers la fin de l'appel, que j'ai beaucoup de travail à faire. Ils pensent que je devrais rester pour les 6 mois complets, peut-être plus, mais l'assurance ne couvre que 30 jours. L'ancienne moi aurait immédiatement proposé de payer pour tout le séjour, désireuse de résoudre le problème. La nouvelle moi a d'abord posé des questions. Quel était le programme? Quels étaient les taux de réussite? Quelles options après la sortie étaient disponibles? Chloé était-elle pleinement engagée dans le processus? Après avoir recueilli des informations et consulté mon propre thérapeute, j'ai accepté de couvrir 3 mois supplémentaires avec la possibilité de plus si Chloé démontrait un véritable engagement dans son rétablissement. C'était une dépense importante. Mais contrairement à l'argent de caution, c'était un investissement dans une guérison réelle. Au moment où je suis retourné à Paris et à mon travail, presque 1 an s'était écoulé depuis l'accident. Je marchais avec une légère boiterie qui pourrait toujours m'accompagner, et certains mouvements provoquaient encore des picotements dans ma cage thoracique. Mais j'avais retrouvé la plupart de mes capacités physiques. Mon appartement avait maintenant des dispositifs de sécurité supplémentaires installés, y compris des barres d'appui dans la salle de bain et un siège de douche. Je les utilisais rarement, mais je les gardais comme un rappel de la rapidité avec laquelle la vie peut changer.
La guérison émotionnelle avait été aussi difficile que la guérison physique, mais à bien des égards plus gratifiante. Grâce à la thérapie et au groupe de soutien pour les enfants adultes d'addicts, j'avais appris à identifier les schémas qui m'avaient maintenu enfermé dans des relations codépendantes. J'avais développé des outils pour établir des limites sans culpabilité et reconnaître les tactiques de manipulation avant qu'elles n'opèrent leur magie sur moi. Chloé a terminé ses 6 mois au centre de réadaptation et a emménagé dans une maison de transition sobre. Elle m'appelait régulièrement. Nos conversations parfois difficiles mais de plus en plus authentiques. Elle suivait un programme, assistait à des réunions et avait obtenu un emploi dans un centre de jardinage local. Ce n'était pas la vie que nous avions envisagée pour elle, mais c'était honnête et durable d'une manière que sa vie antérieure n'avait jamais été. Notre père a refait surface. Appelons finalement Chloé avec une autre crise, une autre demande d'argent. Cette fois, elle m'a appelé immédiatement après. Je lui ai dit non, a-t-elle dit. Un mélange de douleur et de fierté dans la voix. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, plus difficile que le sevrage même. Mais je l'ai fait. J'ai ressenti un sursaut de fierté pour ma sœur. Sachant exactement à quel point ce simple mot de 2 lettres avait été difficile à dire à l'homme qui avait façonné une grande partie de son identité. « Comment t'es-tu senti après » ai-je demandé. « Terrible au début » a-t-elle admis. Puis un peu puissante, comme si j'avais enfin le contrôle de ma propre vie. Tu sais, je savais. Avec le droit de fixer des limites et de prioriser mon propre bien-être. J'ai toujours le bracelet d'hôpital de ce séjour rangé dans un tiroir près de mon lit. Parfois. Je le sors et je passe mes doigts dessus, me souvenant de la femme brisée que j'étais et m'émerveillant de la force que j'ai trouvée dans ces endroits brisés. Je me souviens du moment où mon père est entré dans cette chambre d'hôpital, s'attendant à ce que les mêmes schémas se reproduisent et trouvant à la place quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui comprenait enfin que la loyauté familiale ne devrait jamais exiger l'autodestruction. Avez-vous déjà dû dire non à quelqu'un que vous aimez? En sachant que c'était la bonne chose à faire, même si cela vous brisait le cœur? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a parlé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires sur la recherche de la force dans des situations difficiles. Rappelez-vous, fixer des limites n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour des relations saines. Merci d'avoir écouté mon parcours et j'espère que cela vous aidera à trouver le courage d'honorer votre propre valeur, même lorsque cela semble impossible.